Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. On vous accueille du coup pour le webinaire Tout savoir sur la loi d'Adu. En attendant que tout le monde se connecte, on va lancer une petite vidéo pour présenter Pôle Énergie. Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels? Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités? Alors, pour commencer, je vais proposer à tout le monde de bien couper les micros. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on y répondra par la suite par mail. Voilà, vous recevrez bien les présentations à la fin et il y aura un replay sur YouTube. Dans l'ordre aujourd'hui, je vais commencer par présenter le contexte réglementaire. Ensuite, Aurélie Faron de Artelia présentera bien l'audit énergétique en lien avec la loi d'Adu. Ronan Le Breton de Energis vous présentera l'ISO 50001, comment le mettre en place, et Benoît Coffre fera un retour d'expérience d'Audouris sur la mise en place de l'ISO 50001 et ce que ça leur a apporté. Voilà, la loi d'Adu, elle n'est pas toute neuve, comme vous pouvez le voir. Elle est apparue, les prémices sont apparues en 2012 sous un autre nom, mais l'idée c'était en fonction de la taille de l'entreprise, donc vraiment l'effectif, le chiffre d'affaires et le bilan. En 2023, on est passé à la consommation réelle des sites. Et donc, des décrets sont apparus en 2025 pour une application. Dans les chiffres, vous avez l'audit énergétique qui va être obligatoire pour tous les sites qui consomment plus que 2,75 gigawattheures par an. Donc, ça donne à peu près 10 terajoules. Le premier audit doit être réalisé avant octobre 2026, avant le 11 octobre 2026. Et ensuite, il doit être mis à jour tous les 4 ans. Voilà. Pour le système de management de l'énergie qui doit être certifié ISO 50001, qui doit être réalisé par un organisme accrédité. Il concerne tous les sites qui consomment au total plus que 23,6 gigawattheures par an. Et il doit être mis en place avant le 11 octobre 2027. Les calculs des consommations seront faits sur la moyenne des 3 dernières années d'activité. Et ça comprend tout type d'énergie, donc c'est-à-dire l'électricité, les combustibles, les carburants, la chaleur, le froid, et aussi, important, la production d'énergie renouvelable autoconsommée. Voilà, c'est à l'échelle des sirènes, donc c'est la consolidation de tous les sites, sauf pour les data centers qui va être à l'échelle des sites, donc les numéros sirènes. Les périmètres des audits et des systèmes de management de l'énergie doivent couvrir au moins 80% de la consommation énergétique. Et les dossiers sont à déposer sur le site Audit Énergie de l'ADEME. Vous aurez le lien du coup directement dans les slides. Ensuite, on a quelques exemples d'exemptions selon quelques cas particuliers. Donc, par exemple, pour l'audit énergétique, si vous avez déjà un système de management de l'énergie certifié ISO 50001 qui couvre 80% de la consommation du site, vous n'avez pas besoin de réaliser l'audit. Pareil, s'il y a un système de management environnemental ISO 14001, si vous avez mis en œuvre un contrat de performance énergétique, là, des exigences plus précises seront définies par arrêté, qui ne sont pas encore sortis. Et pareil, pour certains bâtiments ou logements sociaux, il y aura des règles d'exclusion ou quelques règles spécifiques qui seront définies par arrêté. Ensuite, si vous ne réalisez pas ces audits et que vous y êtes soumis,
des sanctions peuvent être appliquées. Par exemple, la sanction, donc, ça va être une amende qui peut atteindre 2% du chiffre d'affaires. S'il y a récidive, ça peut être porté à 4%. Si vous ne transmettez pas vos rapports à l'ADEME, il y aura une autre amende. Et pour les sites, petite spécificité, pour les sites soumis quota carbone, vous avez obligation de mettre en place toutes les recommandations du rapport d'audit ou du SME avec un ROI de moins de 3 ans. Si vous ne le faites pas, vous pouvez perdre jusqu'à 20% des quotas alloués. Voilà tout. C'est un contexte assez rapide. L'idée, c'est de rentrer dans le détail plus technique. Donc, vous pouvez nous recontacter si besoin de plus d'informations. Et je passe la parole tout de suite à Aurélie Faron de Artelia, qui va vous présenter donc l'audit énergétique plus en détail. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Je présente aujourd'hui Artelia, groupe indépendant français d'ingénierie, de management de projet et de conseil. Moi, j'évolue au sein de la division bâtiment et donc je fais de l'efficacité énergétique depuis plus de 15 ans. Et notamment, j'accompagne les industriels, les bailleurs, les propriétaires fonciers dans la réalisation de leur transition énergétique. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu plus précisément de qu'est-ce que l'audit énergétique réglementaire au sens de la loi DADU, qui suit un cadre normatif qui est la norme 16247. Donc, le contexte réglementaire et les évolutions récentes viennent d'être présentées par Luc, donc je propose d'aller directement à la définition de l'audit. Voilà, donc le process de l'audit énergétique. Donc, qu'est-ce qu'un audit énergétique? C'est 3 choses. Cartographier toutes les consommations par usage et par vecteur énergétique. L'électricité, le gaz, la vapeur chez les industriels, également l'air comprimé. Et ensuite, c'est de pouvoir identifier, c'est détecter les gisements d'économie d'énergie et les hiérarchiser selon leur potentiel. Donc, il faut calibrer des kilowattheures, la part de la facture énergétique et les émissions carbone associées. Et l'objectif final, c'est de pouvoir proposer une priorisation et de quelle façon vous pourrez agir pour réduire vos économies d'énergie, faire de l'efficacité énergétique et pourquoi pas aussi engager des actions de sobriété énergétique. Donc, l'idée, c'est de proposer un plan d'action avec des temps de retour, d'investissement, un plan d'action chiffré, bien entendu, donc technique, économique et environnemental. Le processus de l'audit, il est cadré. Donc, il y a plusieurs étapes clés. 5 étapes exactement. Donc, la première, c'est une étape de cadrage, de collecte de données bâtimentaires, de données d'entrée, d'échange aussi avec les parties prenantes. La deuxième étape constitue la visite de site, très importante, puisqu'on approfondit les échanges, on collecte des données réelles, également des données de ressenti en termes de confort dans les bâtiments, des process, des usages réels qui sont pratiqués. Et puis, on recueille aussi déjà des premières idées d'optimisation qui peuvent être faites sur le site ou sur le patrimoine en question. La troisième étape constitue l'analyse des flux. Donc là, on rentre dans le détail de où se passent les consommations, donc par usage. On identifie les surconsommations, les dérives potentielles. Donc, c'est la continuité de l'analyse des factures d'énergie qui, là, sont approfondies et on associe aussi les campagnes de mesure qui auront été réalisées lors de la visite de site pour préciser et rendre plus robuste cette répartition des consommations. La quatrième étape consiste la définition des gisements, donc des actions de performance énergétique. On les chiffre, on les définit, on les chiffre, on les ajuste donc aux contraintes, au périmètre du client et on les décline selon une analyse coût-bénéfice et ensuite une hiérarchisation de ces actions. Et la dernière étape, ça se constitue par un livrable, donc un plan d'action qui vous permet d'avoir un outil d'aide à la décision sur quelles sont les actions prioritaires à lancer pour atteindre un objectif de réduction de ma consommation ou un objectif de décarbonation. Et donc, ce livrable, il est complètement cadré et défini au sein de la norme, avec notamment des fiches pour chacune des actions qui ont été identifiées en phase 4. Je vous propose un focus sur donc les 2 principaux secteurs d'activité qui sont traités dans le cadre de l'audit énergétique réglementaire loi DADU.
Donc, selon le contexte, effectivement, on a des usages qui sont significatifs, qui diffèrent d'un secteur à l'autre. Dans le secteur tertiaire, on est principalement sur des usages consommateurs qui sont liés à la CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, le post-éclairage également, et la bureautique. Et à l'inverse, donc côté industriel, c'est surtout donc les usages liés à l'utilité, donc liés au process inhérent à l'activité du site. On va retrouver de la production thermique, de la production de froid pour les entrepôts frigorifiques par exemple, de l'air comprimé et aussi beaucoup de machines tournantes, donc de moteurs. Les données clés, dans les deux cas, on va avoir besoin de comptage et de plus en plus de sous-comptage avec l'objectif du décret tertiaire qui demande de déclarer sa consommation annuelle à partir de consommation 2025 à partir de 2026, donc jusqu'au 1er septembre, à partir du 1er septembre 2026, il faut avoir déclaré sa consommation, oblige aussi à avoir un comptage un peu plus fin par usage, donc de différents postes. Malheureusement, oui, le retour d'expérience, c'est que le sous-comptage est plutôt rare. Il commence à arriver, mais c'est plutôt rare. Contrairement au secteur industriel où le sous-comptage est beaucoup plus présent. On va le retrouver plutôt par zone, par périmètre que par usage, mais ça commence aussi à se diversifier et à se préciser au niveau des principaux usages énergétiques. Les gisements typiques diffèrent. Côté tertiaire, on va plutôt agir sur le comportement des utilisateurs ainsi que la partie, on va dire, optimisation énergétique, donc tout poste de régulation et exploitation, les usages CVC. Et côté industriel, avec notamment le dispositif Pacte Industrie, mais je laisserai peut-être Pôle Énergie répondre à préciser ce poste-là, mais vous avez la possibilité d'aller vers une démarche de décarbonation. Et là, on va regarder plus précisément tout ce qui est récupération de chaleur fatale, sur, par exemple, le process d'air comprimé, pour aller préchauffer le système d'eau chaude sanitaire, l'optimisation des moteurs avec des dispositifs de variation de vitesse, et également des sujets d'optimisation des process. Dans les deux cas, on suit la norme 16247. Après, elle diffère puisqu'il y a plusieurs parties dans cette norme. Un volet socle commun qui est le volet 1, un volet 2 qui concerne le bâti, plutôt les bâtiments au sens large, et un volet plus spécifique qui s'attache à décrire comment approcher, comment analyser les consommations au niveau du processus industriel. Et les complexités techniques, effectivement, comme vous pouvez le comprendre, côté industriel, on est quand même sur des objets beaucoup plus spécifiques, des consommations qui sont moins conventionnelles, des usages qui sont moins conventionnels. Donc, on a une complexité qui est accrue côté secteur industriel. Je reviens simplement sur les livrables attendus. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est dans un premier temps de cadrer le périmètre et la méthodologie. Donc, on se met d'accord avec le maître d'ouvrage sur le cadre à respecter. Parce qu'il y a aussi un sujet d'assujettissement. Il a été présenté en introduction, périmètre de 80% des consommations à scoper. Donc ça se regarde aussi en amont, lors du cadrage et même en phase de devis de l'audit. Les différents usages et les vecteurs qui seront concernés et effectivement les différents gisements qui pourront être approchés. Pour les fiches actions, donc qui font partie du rapport, c'est une description précise de l'action. Elle porte sur quel périmètre, sur quel vecteur. Elle va concerner quelle modification. On la chiffre en termes d'économie, de gains énergétiques, l'investissement associé et bien sûr l'émission carbone évitée. Le temps de retour, c'est un temps de retour sur investissement. Donc, il prend en compte le CAPEX et l'OPEX, voilà, sur la durée de vie du projet. Durées de vie qui sont des durées de vie en général conventionnelles que l'on retrouve notamment dans les fiches standardisées des certificats d'économie d'énergie. Les données structurées pour le reporting, c'est essentiellement des données qui derrière vont pouvoir être utilisées au niveau des enjeux CSRD, des indicateurs aussi ISO 50001, donc on définit ce qu'on appelle des IPE, des indicateurs de performance énergétique, qui sont des indicateurs qui
qui peuvent être repris si vous êtes soumis à l'ISO 50001 et qui peuvent être utilisés dans tout le cycle de vérification et de commissionnement. Là, je vous présente un rendu. Alors, nous, on utilise beaucoup l'interface Power BI pour synthétiser des données de consommation, des données énergétiques, surtout quand on est en lien avec un patrimoine conséquent. Donc, l'idée, c'est de repartir des données bâtimentaires qui justement sont fournies en phase 1 de l'audit, en phase de collecte de données et complétées avec la phase de la visite. Donc, on met un peu en exergue toutes ces informations. Justement, la visite permet de dresser un état des lieux, des postes, de la localisation, par exemple, et de la performance de l'enveloppe. Ça, c'est aussi important de scoper le volet bâti, performance du bâti. Qu'est-ce qu'on a en fonction de la période de construction? On sait que, selon les périodes de construction, notamment sur le bâtiment tertiaire, on sait déjà quelles sont les pathologies, quelles sont les problématiques au niveau de la performance de l'enveloppe. Donc, on les met en évidence, on les qualifie, on les quantifie. Pareil sur les systèmes, où là, on apprécie tout le volet optimisation énergétique et efficacité du système, où on intègre bien entendu toutes les données liées à l'optimisation, à la régulation et comment on peut faire mieux, qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas efficient, n'est pas performant. Toutes ces données sont aussi, toutes les données de facturation sont mises en évidence pour être comparées par rapport à des sites de même typologie d'activité sur une même zone géographique ou une zone climatique. Donc, on compare toutes ces données, on essaie de sortir des ratios énergétiques pour se dire, le bâtiment, il est plutôt dans la moyenne ou non, au contraire, on est sur un bâtiment qui est consommateur pour la zone climatique et par rapport donc à une normalisation avec la rigueur du climat. Donc là, on se dit il y a un problème, il faut regarder de plus près. Ce qui est intéressant aussi, que vous pouvez voir donc en bas à droite, c'est son positionnement par rapport au décret tertiaire. Donc là, notamment, on était sur un site qui était assujetti. Donc on voit quel est l'effort qu'il a à faire pour atteindre les différentes périodes d'objectifs. Donc 2030, 40, puis 2050, par exemple. L'étape suivante, c'est de s'intéresser à comment s'approprier cet audit. Effectivement, c'est un outil de la décision, mais il est important de pouvoir interpréter derrière donc, toutes les données, toutes les conclusions pour que vous puissiez savoir par où commencer et comment le faire. Alors, donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est un objet réglementaire. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'industriels de patrimoine de bâtiments tertiaires qui sont assujettis. Donc, il faut plutôt le voir comme un outil de pilotage aujourd'hui. Outil de pilotage qui est fortement cadré. On a derrière, si vous voulez, un outil qui vous ouvre des portes pour aller chercher des lignes d'investissement, des lignes de financement, notamment auprès de certains dispositifs. Donc, le dispositif Pacte Entreprise pour le secteur tertiaire et puis le dispositif Pacte Industrie pour le secteur industriel. Ce qui est très important pour nous qui sommes donc les petites mains, donc l'opérationnel pour vous aider à construire cet audit, à réaliser cet audit, c'est d'avoir un interlocuteur qui s'approprie le sujet, qui soit notre intermédiaire, notre second, mais sur l'opérationnalité site, qui connaisse très bien le fonctionnement de son site, qui puisse nous amener à échanger avec d'autres parties prenantes. Donc ça, c'est très, très important que cette personne soit identifiée. Ce qui est très important également quand on démarre une démarche d'audit énergétique, c'est de préparer de la donnée. Donc, nous, on va l'exploiter, cette donnée, donc, mais si elle n'est pas fiable, si elle n'est pas robuste, on part déjà avec, je dirais, une difficulté pour réaliser cet audit et pour le rendre beaucoup plus fiable. Et ce qui est important aussi, c'est de pas forcément penser trop large quand vous allez lancer l'audit. L'important, c'est de regrouper des sites. Vous avez déjà une connaissance sur les problématiques d'exploitation, des problématiques de performance de bâti. Donc, se dire, voilà, là, on va peut-être définir un périmètre qu'on maîtrise sur des données qu'on a déjà capitalisées. Et nous, derrière, on va pouvoir vous accompagner de manière beaucoup plus sereine dans la réalisation de cet audit. Bien sûr, ces audits sont soumis à des accréditations. Bientôt, ça va être un process normatif, mais là, jusqu'à présent, c'était donc une accréditation donc, auprès de la COFRAC qui nous permet d'avoir une qualification qu'on appelle la qualification PQI-BI. Donc,
donc 19,05 pour le secteur tertiaire et 17,17 pour le secteur industriel. Donc, c'est très important quand vous choisissez votre prestataire pour la réalisation de l'audit de vérifier qu'il dispose des capacités, des compétences pour vous accompagner dans cette tâche. Et ce qui est très important aussi quand vous réalisez l'audit, c'est de parler stratégie. C'est-à-dire qu'on est un peu en amont d'une stratégie, mais il faut quand même définir les contours d'une stratégie. Donc, qu'est-ce que je suis en capacité d'aller chercher? Que je me fixe un objectif de réduction de consommation, 30% par exemple, sur quel scope? Ça, c'est intéressant d'en discuter pour que nous, on puisse aussi, dans la structure, dans la construction de l'audit, aller chercher ces objectifs-là. Facteur clé de succès pour l'audit, je réinsiste, la qualité de la donnée, c'est vraiment primordial. Aujourd'hui, c'est pas au prestataire de collecter la donnée, c'est donc au maître d'ouvrage de disposer d'une donnée qui est organisée, qui est structurée, qui est de qualité, pour que derrière, on puisse nous se l'approprier facilement et aller plus loin dans son analyse, sortir les bons indicateurs. Il est important aussi, nous on le rappelle toujours en phase de devis, de pouvoir s'approprier et de s'impliquer auprès des différents acteurs, donc des exploitants sites, des mainteneurs. C'est des échanges qui vont avoir lieu au cours de la visite de site. Donc, c'est très important qu'on soit mis en contact avec ces personnes-là. On mène des entretiens, parce que c'est ce qu'on fait, notamment sur des postes un peu dominants, des postes sensibles, notamment tout ce qui concerne la production de froid, pour le stockage de froid, conditionnement de froid. Ça, c'est des éléments où il y a souvent des suivis en température dans les chambres froides. Donc là, ce qu'on fait, c'est que nous, on demande vraiment à avoir accès aux outils, parce que souvent, ils sont internalisés. C'est même l'exploitant qui les gère et qui fait un reporting au maître d'ouvrage, au directeur technique, au directeur d'exploitation du site. Mais là, il faut qu'on soit à cette interface avec eux. Un autre facteur clé, c'est le périmètre. C'est très important, je viens de le dire, mais c'est pas la peine d'aller chercher à tout couvrir si vous avez des zones d'ombre dans les données de consommation, de facturation ou peut-être l'absence d'un interlocuteur local ou un projet qui vient juste de rentrer dans votre parc. Donc, il faut aussi définir les enjeux de manière claire. Et ce qui est très important aussi, c'est que ce document, donc le livrable de l'audit qui vous est communiqué en fin de mission, puisse être aussi présenté à différents niveaux de la gouvernance de l'entreprise, pour que s'il y a une stratégie plus ou moins ambitieuse, elle puisse être partagée globalement et que les impacts de cette stratégie, les enjeux puissent être discutés et intégrés dans votre stratégie globale. Les erreurs à éviter, ça répète un petit peu ce que je viens de dire, mais réaliser l'audit simplement parce qu'il y a un objet de tampon réglementaire, non, c'est, comme je vous l'ai dit, un outil de pilotage. Derrière la loi, c'est les évolutions récentes font que le système c'est un petit peu intensifié, mais c'est aussi durci en termes d'obligations à l'égard des industriels et des personnes assujetties à l'audit. Donc, c'est très important de le prendre comme un outil et pas comme une contrainte. Il y a de vrais enjeux de décarbonation à la clé, avec notamment des lignes d'investissement pour y aller. Donc, c'est le bon moment pour se lancer. Un audit énergétique, alors 30 à 100 000 euros, ça va vraiment dépendre de plein de choses. La taille de votre parc, de la complexité aussi pour l'industriel. Si on a, par exemple, des process des cabines de peinture ou des process qui mélangent de la vapeur, du vecteur électrique avec des fours, des problématiques de séchage. Voilà, il y a beaucoup de solutions énergétiques à étudier, donc forcément l'analyse fonctionnelle est plus complexe. Les mesures aussi qui peuvent être associées pour essayer de bien comprendre et bien calibrer ces postes-là peut être plus conséquente. Donc forcément tout ça va jauger, ça va être la granulométrie du prix du prestataire. Ne pas oublier de prendre un prestataire accrédité, parce que derrière nous sommes on va être soumis à une norme, donc on va être audité sur notre process. Donc ça, c'est déjà un gage de qualité côté prestataire. Mais à ce stade, il est important que le prestataire suive les cahiers des charges. Ils ont suivi des formations pour vous accompagner, comment approcher tel vecteur énergétique, comment mettre en place de la mesure, un plan de comptage. Il va être différent pour dans le secteur tertiaire sur tel usage par rapport à un secteur du secteur industriel. Et bien sûr que l'ADEME réalise des contrôles. Donc c'est aussi important que tout le process soit suivi de manière fiable.
Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui avec l'objectif d'éclate tertiaire, l'audit énergétique réglementaire permet aussi d'aller approcher cette deuxième obligation dans le cadre d'un audit énergétique qui touche un bâtiment tertiaire ou un parc de bâtiments de bailleurs, par exemple. C'est intéressant d'aller étudier les deux volets. Donc, c'est ce qu'on propose dans les devis, bien sûr, de concilier ces deux obligations. Pour conclure, trois messages à retenir. Cet audit, c'est une obligation tous les 4 ans, mais surtout, c'est un point de départ pour une trajectoire de réduction qui soit documentée et pilotable, puisque vous avez à la reproduire tous les 4 ans, vous avez une base de référence et ensuite, vous pouvez vous appuyer pour construire au fur et à mesure votre projet d'optimisation énergétique, en tout cas de décarbonation. Il faut que ça soit un outil de pilotage, j'insiste, un outil de gestion et pas une contrainte administrative. Vous avez les 2 évolutions réglementaires, donc avec l'évolution liée donc au cadre de l'audit, la norme qui s'est approfondie puisque maintenant on passe par de la mesure systématiquement. La mesure est une obligation. Et puis les objectifs CSRD. Donc il faut absolument ça élève le niveau d'exigence. Donc il faut pouvoir alimenter vos données en entrée pour que derrière on ait des analyses qui soient claires et qui permettent un plan d'action opérationnel, réel. Je dirais que l'audit, c'est une qualité de données, une implication des équipes terrain et un engagement de la direction derrière pour le suivi. Voilà, pensez bien simplement, pour conclure, dernier mot, après je laisse la parole, il faut bien que vous, voilà, avant de lancer toute démarche, vérifiez votre assujettissement, le périmètre par rapport à votre sirène, si vous avez un certain nombre d'entités au sein de la structure, bien regarder qui est assujetti, comment, et à ce moment-là, nous, on accompagne nos bénéficiaires, nos maîtres d'ouvrage sur la définition de l'assujettissement, parce que c'est très important justement ce cadrage en amont pour pas partir tout feu tout flamme et surtout avoir un audit, une étude qui soit cadrée et qui serve derrière réellement. Merci Aurélie pour cette présentation. Je passe la parole tout de suite à Energis pour nous parler donc, de la mise en place de l'ISO 50001. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je me présente, Le Breton Ronan. Je suis chef de projet au pôle conseil industrie chez Energis. Donc, je représente Energis aujourd'hui. Donc, Energis, c'est un acteur de l'efficacité énergétique et de la décarbonation. Donc, nous sommes un bureau d'études qui comprend 9 agences en France, avec environ 135 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2025 de 20 millions d'euros. Donc, chez Energis, on intervient aussi bien en milieu industriel qu'en milieu tertiaire. On dispose de 3 activités, donc à savoir le conseil via les audits énergétiques notamment, l'ingénierie, on réalise des études, des APS, des APD, de la maîtrise d'œuvre, et ensuite notre dernière activité, donc c'est l'activité solution, qui elle intègre le déploiement de solutions clés en main telles que le projet GTB par exemple, ou des projets de récupération de chaleur fatale pour les milieux industriels. On va aborder ensemble la 50001. Donc tout d'abord l'ISO 50001, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une norme internationale. Donc, sur le système de management de l'énergie, donc SME ou SMEN. Donc, la norme, elle vous donne un cadre et une méthodologie structurée qui, in fine, va vous permettre d'améliorer votre performance énergétique. Donc, c'est un réel outil d'accompagnement qui vise à mettre en place une démarche collective d'amélioration continue qui permet ensuite d'enclencher toute une démarche de culture énergie à tous les niveaux sur vos sites, donc qu'ils soient industriels ou tertiaires. La norme, elle peut s'appliquer à tout type d'entreprise, donc aussi peu importe les secteurs d'activité, et comme vous l'aurez compris, qu'on soit industriel ou tertiaire, on peut mettre en place la 50001. Donc la 50001, c'est un outil qui permet d'agir sur différentes thématiques. Du point de vue énergétique, ça va vous apporter une diminution de vos consommations énergétiques, ainsi qu'une meilleure maîtrise et pilotage de vos usages énergétiques. Donc, dans la norme, on ne vous donne pas de critères de performance énergétique à atteindre. On ne vous demande pas de faire au moins 5%, etc. C'est la méthodologie qu'il faut mettre en place. Et in fine, une fois que cette méthodologie est bien structurée, en fait, on arrive à des résultats qui sont des diminutions de consommation, une meilleure maîtrise de ces utilités et autres. Ensuite, sur la partie volet économique, c'est suivi du volet énergétique. Bien entendu, si on diminue nos consommations, on va diminuer nos coûts qui seront directs et indirects.
Et la mise en place de l'ISO 50001, ça permet également d'anticiper vos futurs coûts énergétiques liés à vos projets long terme. Typiquement, dans le cadre de la mise en place d'une ligne ou d'un nouveau process, la 50001 vous demande en fait de pouvoir anticiper ces futurs coûts liés à ces projets. Donc, on intègre la démarche vraiment à tous les niveaux. Ça permet aussi de répondre à des exigences réglementaires, donc si vous êtes assujetti, et ça permet aussi d'améliorer votre veille réglementaire, parce qu'il y a un onglet veille réglementaire dans la partie 50001. Et enfin, sur la partie plus sociétale, ça va permettre d'améliorer votre image d'entreprise, notamment auprès de vos salariés, mais aussi auprès de vos clients, parce qu'il y a de plus en plus d'industriels qui ont des exigences de par leurs clients sur les différentes normes ISO, qu'elles soient 50001 ou autres. Donc sur la méthodologie d'accompagnement, chez Energys, on la déploie en différentes phases. La première phase, ça va être l'état des lieux. Donc on va commencer par déjà analyser le rapport de votre audit énergétique le plus récent. Ensuite, on vient réaliser donc un gap analysis, donc ce qu'on appelle une distance à la norme. Ça permet de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour être certifiable ISO 50001. On va évaluer toutes vos ressources internes, externes. Donc, quand on va dire ressources, ça va être déjà est-ce que vous avez le personnel ou l'équipe énergie qui est à peu près définie, si vous avez déjà des documents ou des outils internes qu'on peut utiliser. Et à la fin de ce gap analysis, l'idée, c'est d'établir un rétro-planning de l'accompagnement ISO 50001. Durant ce gap analysis, on regarde aussi si vous êtes certifié 14001 ou avec d'autres certifications, notamment chez les industriels, pour essayer de mutualiser des documents. L'idée, c'est pas de recréer des documents pour en recréer. Il y a des similitudes, notamment avec la 14001 sur pas mal de thématiques. Donc l'idée, c'est d'essayer de mutualiser et de faire l'amélioration de vos documents existants pour correspondre à la 50001. Ensuite, on peut avoir un volet accompagnement. Donc accompagnement via la formation et via l'accompagnement de la mise en œuvre de la 50001. Donc sur la formation, l'idée, c'est de faire une sensibilisation sur une journée à une journée et demie à l'ISO 50001 des différentes parties prenantes du site. Donc quand on dit parties prenantes du site, souvent on englobe l'équipe énergie, plus quelques personnes en dehors de l'équipe énergie qui sont amenées à intervenir dans le cadre de la 50001 ponctuellement. Typiquement tout ce qui peut être service technique pour la partie mesurage et métrologie notamment. Ensuite, en quatrième phase, on va avoir l'accompagnement de la mise en œuvre de la 50001. Donc là, c'est la phase qui dure le plus longtemps. On va parler de 6 à 12 mois à peu près. L'idée, c'est de mettre en place toute la méthodologie et la démarche 50001 avec tous les documents. Donc ça va passer par la politique énergétique, prendre connaissance et énumérer votre contexte avec vos enjeux, créer la revue énergétique donc avec les fameux IPE, donc les indicateurs de performance énergétique, déterminer vos objectifs, vos facteurs influents, mettre en place et déterminer votre plan d'action, donc qui souvent découle de l'audit énergétique, mais on peut aussi l'améliorer pendant cette partie-là. Rédiger un plan de collecte des données, donc savoir plan de comptage, voir ce que vous avez déjà d'existant et ensuite les prouver et l'améliorer. Mettre en place des communications, qu'elles soient internes, externes, définir vos ressources. Donc, est-ce qu'on alloue un budget à la partie énergie ou est-ce qu'on prend dans d'autres budgets? Quelles sont les ressources humaines présentes, les ressources techniques? Est-ce qu'il nous faut un logiciel pour faire la remontée des données, etc. On a aussi la partie formation. Donc, est-ce qu'il faut encore faire des formations sur des thématiques techniques, par exemple, pour l'équipe énergie? Et on intègre aussi la partie achat. Durant l'accompagnement, pas forcément à la fin de l'accompagnement, mais peut-être 3-4 mois avant l'audit de certification, on va faire une contrôle et une vérification de tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant via un audit interne. Donc là, c'est pas la personne qui vous a accompagné n'est pas celle qui vous audite en interne, c'est une seconde personne. Ça permet d'avoir un regard neuf et de l'impartialité. Donc on réalise un audit interne, donc un audit blanc, qui permet du coup de faire une évaluation des non-conformités, des axes d'amélioration et de vos points forts. Ensuite, vous avez à peu près 3-4 mois, voire même un peu plus, d'ici l'audit de certification pour régler tous les écarts. Et après, in fine, vous avez l'audit de certification par un bureau de contrôle de votre choix pour l'obtention de votre certification. Donc ici, on vous résume le cycle de certification. Donc on a la préparation, donc, qui est l'accompagnement ou la mise en place de l'ISO 50001, qui peut prendre 6 à 12 mois, comme on le disait. Vous avez votre audit initial,
donc avec un bureau qui est certifié à vous délivrer le certificat. Donc cet audit de certification, une fois que vous l'avez obtenu, vous avez 12 mois maximum pour faire l'audit de surveillance numéro 1. Après, vous avez encore 12 mois pour faire votre audit de surveillance numéro 2. Et au bout des 3 ans, vous avez votre audit de renouvellement. Durant l'audit initial, l'audit de surveillance numéro 1 et numéro 2, vous gardez le même auditeur. Donc votre auditeur reste pendant 3 ans. Et après, vous le changez au bout de la 3e année. Donc vous remettez en jeu votre certification que durant l'audit de renouvellement, sauf si vous avez des non-conformités majeures durant vos audits de surveillance. Donc les facteurs clés du succès de la mise en place de l'ISO 50001, donc on les a déclinés sous 2 volets, la partie humain et la partie technique. Donc la partie humain, ça coule de sens, mais l'idée c'est qu'il faut absolument avoir l'engagement de la direction et de l'ensemble des équipes de management sur le déploiement de la 50001. La 50001, ça ne tient pas sur 1 ou 2 personnes, il faut que ça soit vraiment une volonté et une démarche site, voire même une démarche groupe, si vous voulez aller encore plus grand. Il faut également intégrer la planification énergétique à l'ensemble de la planification industrielle et économique. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'intégrer la démarche énergie dans tous les services. C'est pas de mettre le service énergie à part, et si on fait des projets de maintenance ou des projets de travaux neufs ou d'agrandissement de process, l'idée, c'est de convier au moins une personne qui représente l'équipe énergie pour qu'elle puisse avoir les informations et mettre en place de la surveillance ou au moins connaître en avance les futures consommations liées à ce projet, par exemple. Que ça soit des consommations en plus, parce que vous rajoutez une ligne, ou en moins parce que vous en retirez une, ou que vous faites des actions d'efficacité énergétique ou de la récup ou autre. Il faut fédérer l'ensemble du personnel et des fournisseurs dits critiques. Donc, fédérer le personnel, ça passe par de la remontée d'infos du personnel auprès de l'équipe énergie, de la communication, de la sensibilisation, et de descendre toutes les informations. Typiquement, quand on partage la politique énergétique, on s'engage sur des objectifs. L'idée, c'est de communiquer régulièrement sur les avancées, les atteintes ou non de ces objectifs auprès de l'ensemble du personnel. Il faut également donc mettre en place les ressources, compétences, formations et les procédures nécessaires pour la mise en œuvre de l'ISO 50001, formation notamment auprès de l'équipe énergie, parce que dans toutes les usines, on n'a pas des gens qui font 100% de leur temps de travail de l'énergie. Donc l'idée, c'est d'essayer de former son personnel là-dessus, d'essayer d'avoir toutes les compétences qu'il faut et de mettre en place le maximum de ressources pour atteindre le succès sur l'ISO 50001. Sur la partie technique, il est primordial, et ça on l'avait déjà vu sur la partie audit énergétique, mais d'avoir des indicateurs de performance qui soient fiables et qui soient maîtrisés. Donc ça passe par le comptage, d'avoir un plan de comptage qui soit le plus exhaustif possible. L'idée, c'est pas de tout compter dès la première année de certification, mais de commencer à déployer un plan de comptage et d'avoir sur le moyen terme la vision du déploiement de son plan de comptage et surtout que vos données soient fiables. Donc de surveiller et maîtriser la performance énergétique et de documenter surtout vos résultats. L'idée, c'est de bien documenter si vous avez des dérives, qu'elles soient négatives ou au contraire que ça soit des gains. Il faut quand même toujours les documenter avec une petite remarque ou un commentaire pour le suivi. D'avoir une connaissance aussi exhaustive de vos différents usages. Donc là, ça passe notamment par le comptage, par l'audit énergétique si vous êtes en première année de certification, et par le suivi régulier de vos usages. De passer régulièrement en revue votre système de management. Donc là, ça passe par des audits blancs que vous faites sur le site, plus votre audit de renouvellement ou de recertification. Donc ici, on vous liste aussi les différents freins et facteurs d'échec qu'on catégorise sous 4 principales thématiques. Donc humain, on vient de le voir. L'idée, c'est d'avoir l'engagement de la direction. Donc si on a peu ou pas d'engagement de la direction et du personnel, ça peut être des freins. On peut réussir à être certifié ISO 50001 si on est une équipe de 2 ou 3 personnes. Mais l'idée, c'est que ça dure une fois qu'on a mis en place ISO 50001. Donc il ne faut pas que vous soyez que 2 ou 3 à vous intéresser à ce sujet sur l'ensemble du site. Ça peut être pénalisant sur le moyen et long terme. On peut aussi avoir tout ce qui va être résistance au changement, les manques de formation et la compréhension complexe de la norme et de ses attentes. Quand on commence juste à mettre le nez dans la 50001, qu'on n'a pas forcément eu affaire à la 50, qu'on n'a pas encore eu connaissance de cette norme, voire même de la 14 ou d'autres, ça peut être difficilement compréhensible initialement. Ensuite, en organisationnel, on peut avoir des objectifs qui vont être flous, que ce soit des objectifs énergie, voire même des objectifs
pourquoi on veut se certifier ISO, quels vont être les objectifs de cette certif, vers quoi on va aller. L'absence de pilotage, si on n'a pas d'équipe énergie structurée, ou on n'a pas de représentant ou de référent énergie. Si on n'inclut pas l'équipe énergie dans tout ce qui peut se passer sur le site avec les différents services. Si vous avez une vision court terme ou orientée uniquement certification, donc la même remarque sur l'audit énergétique, l'idée c'est pas de certifier ISO 50001 parce que on est dans l'exigence réglementaire et ça nous est demandé. Il y a toujours une plus-value de se faire certifier ISO 50001. Donc il faut plutôt avoir cette vision-là que la vision court terme et certification pour répondre à la réglementation. On peut avoir une perte de dynamisme une fois la certification obtenue. Donc ça, c'est ce qu'on constate chez certains clients. Au bout d'un an ou deux, on a une perte de dynamisme sur l'équipe énergie. Donc il faut vraiment toujours veiller à ce que vous ayez une amélioration continue et une bonne dynamisme sur l'ensemble du site. Donc ça passe notamment par la direction. Sur la partie technique donnée, donc comme on le disait, il faut souvent on peut avoir des données qui sont non fiables parce qu'on a des compteurs qui sont en place depuis 10-15 ans, qu'on ne les suit pas plus que ça. Donc ça, il faut faire attention. Des outils insuffisants, de la manque de comptage ou de la mauvaise connaissance des usages. Donc outils insuffisants, ça a notamment passé par des systèmes de remontée d'informations qui ne sont pas simples d'utilisation. Sur vos compteurs d'électricité, si vous avez une info toutes les heures ou tous les jours, pour faire du suivi sur la 50001, moyen terme, ça va à peu près marcher, mais long terme, ça va être compliqué, quoi. Donc là, il faut revoir ces outils et pour investir dans des outils plus performants et plus à jour. Et enfin, sur la partie économique et ressources, donc si on a un budget limité, voire inexistant, souvent on n'a pas de budget propre lié à l'énergie sur les sites. On prend dans les budgets maintenance ou travaux neufs. On peut avoir du manque de temps à allouer l'énergie, comme je disais, on a rarement des industriels ou des sites sur lesquels on a des gens qui font 100% de temps de travail de l'énergie. Donc ça peut être un frein. On n'a pas d'équipe énergie pour l'instant qui est existante et on a d'autres priorités sur le site. Typiquement, on va peut-être plus mettre l'accent sur la prod, la maintenance que sur la partie énergie. Pour terminer, donc on a 2 REX d'accompagnement à la certification à vous présenter. Donc là, typiquement, c'était un accompagnement de 10 mois d'une usine agroalimentaire dans le cadre de l'obtention de la certification. Donc c'était un accompagnement mutualisé avec 3 autres sites de la même société. Mais sur chaque site, on avait une équipe énergie propre et un système de management de l'énergie propre. Donc, en quelques actions, ce qu'on a fait, c'était définir et communiquer la politique énergie avec l'équipe énergie, création d'une équipe énergie et des rituels hebdomadaires pour maintenir le dynamisme une fois l'accompagnement et la certif obtenus. Donc, création de la revue énergétique, mise en place des indicateurs, des objectifs et des cibles énergétiques, construction et mise en place du plan d'action, création de plusieurs fiches bonnes pratiques sur les usages énergétiques significatifs, et enfin, la mise en place d'un plan de mesurage, d'un plan de communication et de différentes sensibilisations. Donc là, chez ce client-là, on a procédé comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a fait chez eux d'abord l'audit énergétique pour avoir une base. Ensuite, on a fait le gap analysis, la formation ISO 50001 et ensuite l'accompagnement pendant 10 mois, plus l'audit blanc à la fin. Et ici, c'est un autre site agroalimentaire donc sur lequel on est en cours de déploiement de la démarche ISO 50001. L'idée, c'est que le site soit certifié pour décembre 2026. Donc là, pareil, on a fait le gap analysis, la formation, et là, on est en cours de mise en place de la politique énergétique. L'équipe énergie a été définie, les rôles de chacun ont été définis. Ils sont actuellement en train de rédiger leur revue énergétique avec la définition des différents usages énergétiques significatifs, des indicateurs de performance énergétique, de leur situation énergétique de référence. Et en parallèle, il y a un des membres de l'équipe énergie qui travaille sur le plan de mesurage pour l'améliorer et le développer sur l'ensemble du site. Super, merci Ronan, merci beaucoup. On va laisser Benoît Coffre donc de Dodruy nous parler du retour d'expérience de Dodruy sur la mise en place de l'ISO 50001. Bonjour à tous, moi je suis Benoît Coffre, je suis manager sécurité environnement du site des entités de Dodruy à Dunkerque. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le retour de la mise en place 50001 chez nous. ISO 50001, on a eu la certification en juillet 25. Je vais d'abord présenter différentes sociétés du site, ce qu'on est. Donc, les sociétés Dodruy, en fait, c'est un groupement d'11 entités, une société familiale détenue encore par la famille Dodruy. Première partie concerne, en fait, du raffinage et du stockage d'huile végétale et animale à destination
alimentation humaine, alimentation bétail, usage technique. C'est une vieille société puisqu'on a près de 200 ans. On a une autre grosse partie qui est Nord-Ester où on produit du biodiesel qui est fait à partir d'huile de friture principalement. Et donc, on a d'autres entités connexes en fait, qui vont nous permettre de travailler là-dessus. Oleovia va nous permettre de collecter des huiles de friture dans les restaurants. On a une entité de méthanisation, donc il est la plus grande des Hauts-de-France, qui produit du biogaz principalement à partir de nos déchets, 75%. Une entité qui fait aussi en fait la maintenance que de nos sites. On a notre partie qui fait du transit, en fait, qui nous permet de dédouaner, de faire tout ce qu'il y a. Nos propres camions qui sont gérés par l'entité DVZ Transport. Ensuite, une autre petite partie qui est en dehors de Dunkerque, qui est à Varlincourt, près d'Arras, qui fait la trituration de graines. Donc là, on est en amont du raffinage d'huile, où en fait on va presser des graines pour obtenir de l'huile avec beaucoup de parties biologiques là-dessus. Et puis notre entité derrière qui va, elle, générer des coproduits et puis les commercialiser. Donc c'est un groupement de 11 entités, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, bon, ça dépend des ans avec forcément la variation des hausses de prix de matières premières. C'est 200 salariés à peu près, 335 000 tonnes. Donc là, notre petite slide pour résumer un peu ce qu'on fait. On voit sur la droite, en fait, la partie graine qui c'est par Jacob, en fait, qui est raffinée. Donc le raffinage, c'est d'enlever le goût, l'odeur et la couleur d'une huile. On fait pas de produits en bouteille, nous, c'est vraiment du B2B, il n'y a pas de B2C. Et puis on va pouvoir en fait apporter aussi des huiles sur les marchés. Les coproduits sont vendus en fait à Norméta pour faire du biogaz qui dans les faits est consommé en fait par l'entité d'Audry après. Et ensuite on a la partie énergie qui est sur la gauche avec la collecte des huiles de friture, la fonte des huiles qui est chez nous, la production de biodiesel et puis la production d'un biocarburant qui peut être soit mélangé avec du pétrole directement pour les pétroliers dans ce qu'on appelle le B7 ou alors commercialisé directement pour des flottes captives le B100 sous notre marque NE100. Une autre petite slide pour vous résumer, pour voir qu'on a un peu une économie circulaire et on touche un petit peu tout, mais comme je sais qu'on est passé, j'avance. Alors, physiquement, où on est au croisement A16 à 25. 25 est sur le haut, en bas de la flèche d'Audry, en fait, sur la partie quand on vient de Lille vers Dunkerque. Et la 16, on a un grand site qui fait 22 hectares. En bleu, on a la partie d'Audry avec le raffinage, beaucoup de cuves. Nord-Ester, site de production de biodiesel, Céveso, Soyba, et puis la méthanisation qui est toute récente derrière. Alors, la certification 50001 fait un petit retour d'expérience chez nous. Pourquoi on s'est lancé l'ISO 50001 ? Tout d'abord parce que sur des sites comme les nôtres, en fait, l'énergie est un des postes plus importants. C'est 110 gigawatts consommés au global, dont 85% issus de la vapeur. C'est beaucoup, mais en fait, on est un site extrêmement vaste, extrêmement énergivore. On avait travaillé beaucoup, on a baissé de plus de 20% depuis 20 ans notre consommation énergétique. Mais en fait, il nous fallait faire quelque chose. Et puis, pour rebondir un petit peu sur ce que les intervenants précédents ont expliqué, on était soumis à l'audit énergétique depuis un moment, mais on avait une volonté en fait d'aller plus loin parce que la partie audit, en fait, ils ne connaissent pas trop bien nos différentes usines. Chaque usine est différente et en fait, ils peuvent pas en fait connaître sur une mission assez courte vraiment les choses. Et donc, il nous fallait aller plus loin. Pas important, bon, qui est tout à fait vrai, mais on avait en fait la possibilité de nous d'avoir une subvention en se lançant là-dedans en fait en 2024, puisqu'il n'y avait pas encore d'imposition et que forcément ça nous permettait d'avoir quasiment un coût fortement réduit. Alors que, comme ça a été rappelé, pour les sites de plus de 23,6 gigawatts de consommation au 1er octobre 2027, ça sera une imposition, donc il n'y a plus de subvention. Aussi une grosse partie où en fait on est très engagé sur une partie RSE et transition énergétique. Et en fait, il nous fallait avoir une efficacité énergétique prouvée et puis on voulait faire quelque chose. Dernier point qui n'est pas des moindres, on est un site soumis au quota CO2. Toute la partie directement issue de la partie consommation d'énergie pour la production de vapeur. On ne pouvait pas avoir de C2E. Avec la certification ISO 50001, on a la possibilité maintenant d'avoir sur des dossiers de C2E spécifiques des subventions. Donc, qui peuvent nous avantager en fait sur des choix. Alors la 50001, c'est bien, mais il faut se rendre compte que pour une entité, c'est au départ pas mal de difficultés, mais on va voir après pas mal d'avantages. Ça a été rappelé, il y a c'est très chronophage. On avait, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, on n'avait pas d'équipe énergie. On avait des gens qui travaillaient sur l'énergie, mais pas d'équipe énergie.
Donc, il a fallu mettre ça. Donc, on a embauché une personne à 100% à plein temps qui travaille là-dessus. Alors, le retour, c'est facile. Maintenant, elle s'autofinance sans problème avec ce qu'on gagne. Mais ça a été 1 an de travail pour d'abord appréhender la norme, pour mettre en place tous les documents, pour mettre un plan de comptage. Pour toutes ces parties-là, c'est très, très long. Mais ça a son gain par la suite. Point aussi qu'on oublie souvent, c'est que on fait tous la conformité, du suivi de conformité réglementaire, mais il faut pouvoir le prouver à l'auditeur par la suite. Et ça, nous, ça a été un coût qu'on n'avait pas intégré, mais ça vaut quelques milliers d'euros, il faut l'intégrer aussi. On a parlé aussi du besoin de plans de comptage. On est une grosse industrie, mais on avait du comptage, du sous-comptage, mais en fait qui, au final, était beaucoup trop macro pour pouvoir aller chercher les choses. Alors, il était suffisant pour faire du suivi, mais en fait, on a développé beaucoup de choses et on s'est rendu compte qu'il fallait énormément de compteurs si on veut avoir la performance, si on veut mettre tout ce qu'on veut. Je vous ai parlé aussi de la mise en place d'une équipe énergie. Auparavant, l'énergie, c'était chacun de son côté. Maintenant, c'est 8 personnes qui travaillent avec des secteurs très, très larges. On parle des achats, on parle de la com, des RH, de la maintenance, des travaux neufs, de l'énergie et puis du contrôle de gestion. On a essayé de mettre tout le monde ensemble pour que en fait, ça puisse avancer. Et puis aussi, faut se rendre compte que c'est une obligation et on a une certification de suivi qui se fait tous les ans et un renouvellement à faire tous les 3 ans. Les avantages, on a développé beaucoup de comptages sur cette année de mise en place et puis la certification, puis la première année là qui suit, ça a été pas moins de 40 sous-compteurs vapeur qui ont été installés. Ça a été 45 comptages d'armoires électriques. On avait des données macro, mais en fait, on ne pouvait pas les chercher. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il fallait compter. On avait la norme 50001 nous impose de mettre des indices des IPE, des indices de performance énergétique. Ça, c'est fait. Mais par contre, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des choses macro et maintenant, on a développé atelier par zone. En fait, on a pris une méthode et en fait, qui nous permet de gagner pas mal de choses. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui maintenant des investissements plus justifiés et l'intégration aussi de matériel plus performant et de ce choix de la performance dans les achats. Et donc aujourd'hui au niveau de la direction, forcément quand on est capable de justifier les choses, d'avancer, ça passe beaucoup plus facile et avoir des temps de ROI en fait justifiés. Parce que souvent on a des choses qui sont données, mais là maintenant comme c'est instrumenté, comme c'est argumenté, on est bien mieux. Et par exemple, après une première année où notre travail a été forcément de compter, de mettre en place pour savoir ce qu'on en était, les actions qui vont être lancées en 2026 vont nous permettre de gagner 3%. Alors en fait, 3%, on va dire, c'est pas beaucoup. Mais en fait, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des choses en fait qui sont simples. Par exemple, en fait, on s'est rendu compte en sous-comptant que on avait des mauvaises pratiques d'opérateurs. Forcément, on n'était pas au courant, mais en voyant la donnée macro, on ne pouvait pas savoir. Et en fait, on avait des consommations d'énergie à des mauvais endroits. Et rien que cette partie-là, c'est 2% avec quelques milliers d'euros simplement d'investissement et un peu d'éducation. Super, merci Benoît. Super timing, il est 10h. Alors, est-ce que je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat qui ont été répondues. Alors, si je synthétise un petit peu, Ilias a demandé combien de temps prenait la mise en place de l'ISO 50001, et donc on est autour de 6 à 12 mois, en fait, selon les données qui ont été données, selon la complexité du site. Ça donne un ordre de grandeur, et ça me vient une question pour Aurélie, peut-être. Combien de temps pour un audit énergétique? Est-ce que j'imagine que c'est la même logique, mais pour savoir, vu qu'on doit le mettre en place là pour octobre 2026, donc c'est demain. Si quelqu'un part de zéro, là, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'on est encore un petit peu... Là, on est encore dans les temps, mais voilà, c'est maintenant. Sinon, parce que le temps avec la période estivale, le temps de cadrer un peu le périmètre, il faut effectivement faire la visite, c'est obligatoire, il n'y a pas d'audit sans visite. Donc, caler une visite qui peut des fois être sur plusieurs jours. Le plan de comptage, pour avoir une donnée de comptage intéressante, ça peut être minimum 15 jours. En moyenne, c'est ce qu'on applique. Un audit, c'est 3 à 6 mois pour le réaliser. Donc là, il faut le démarrer. Ilias nous demande pour déterminer si notre site est soumis à l'obligation d'audit énergétique ou pour une certification ISO, devons-nous uniquement comptabiliser les énergies achetées. Par exemple, si nous achetons du gaz pour produire de la vapeur en interne, seule la quantité de gaz achetée doit-elle être prise en compte dans le calcul de notre consommation totale? Oui, effectivement, il faut prendre que votre gaz. Si votre gaz sert à produire de la vapeur. Après, chez certains sites industriels, on achète aussi de la vapeur, soit en interne à une autre entité,
ou ailleurs. Donc si la vapeur est achetée, il faut la compter. Mais là, dans votre cas, vous comptez que le gaz et c'est bon. Peut-être une autre question pour Aurélie. Je crois, je ne sais pas si ça a été abordé, mais il y a une obligation de mise en place des actions, des propositions d'action de l'audit. Est-ce que, enfin, il me semble qu'il y a une obligation en tout cas. Est-ce que vous voulez peut-être rentrer dans le détail ou il n'y a pas d'obligation du tout? Et sur ces actions, pareil, est-ce que, deuxième question, est-ce qu'il y en a certaines qui vont concerner la sobriété énergétique ou est-ce qu'on parle uniquement d'efficacité? Très bonne question. Effectivement, avec les évolutions récentes, il y a un objectif de mise en œuvre des actions qui ont un TRI inférieur à 3 ans. Après, il faut aussi que ça respecte un investissement qui ne soit pas complètement, je dirais, dénaturé, enfin, qui reste réaliste. Donc ça, oui, ça c'est une des nouveautés qu'il faut avoir en tête. Et la deuxième question, c'était, pardon Luc. Est-ce que le plan d'action concerne uniquement l'efficacité énergétique ou on peut parler aussi de sobriété? Ça va dépendre du secteur, ça va dépendre de la sensibilité déjà sur les sujets de l'énergie, mais nous, dans notre approche, on regarde, c'est vraiment de passer en revue toutes les solutions possibles. Donc, que ce soit des solutions qui portent sur l'enveloppe, des solutions qui portent sur l'efficacité énergétique, sur l'optimisation des systèmes, mais aussi sur l'aspect comportement et l'aspect se dire, OK, j'ai aujourd'hui une consommation, mais est-ce que cette consommation, comme elle n'est pas continue, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de la réduire ou de regarder pour changer peut-être ou désaffecter un poste pour le reporter sur un autre vecteur énergétique. C'est aussi des aspects qui sont regardés, bien sûr. Donc oui, l'aspect sobriété, il est aussi regardé. Une autre question de Victor donc, concernant l'audit énergétique. Si nous sommes en dessous de la consommation des 2,75 gigawattheures par an, est-ce qu'on doit déclarer ailleurs que juste sur la plateforme Opérate donc, qui concerne les sites soumis au décret tertiaire, donc il y a plus de 1000 m² de bâtiments tertiaires pour rappel, ou est-ce qu'il faut déclarer autre part, donc, uniquement Opérate ou est-ce que les deux? Si vous êtes en dessous de la consommation annuelle de 2,75 gigawattheures par an, vous êtes plutôt dans une démarche d'audit énergétique volontaire et pas obligatoire. Donc, c'est une autre approche. La déclarer, non, vous n'êtes pas soumis à déclaration. Vous n'allez pas recevoir, par exemple, un courrier de la DREAL vous disant attention, vous êtes un gros consommateur, vous n'avez pas lancé de démarche de suivi de vos consommations énergétiques. Alors, si vous êtes un industriel, il n'y a pas de sujet particulier, en tout cas sur le spectre audit. Et après, si vous êtes effectivement soumis à assujetti au décret tertiaire, oui, là, vous êtes les consommations 2025, il faut que vous les ayez déclarées pour septembre 2026. Donc, oui, vous êtes assujetti. Il faudra vous les déclarer sur la plateforme Opérate. Et d'ailleurs, vous avez là récemment un petit webinaire ou plutôt un tuto qui a été posté sur le site de l'ADEME qui réexplique un petit peu comment déclarer ses consommations sur Opérate et qui montre déjà les premières consommations qui ont été saisies. Il y en a quand même 2/3 du parc qui ont déjà saisi leurs consommations sur ceux qui étaient sur les premières phases d'assujettissement. Ça a été fait. Concernant l'ISO 50001, est-ce qu'il reste des sous sur le pacte industrie pour bénéficier de la prime pro SME? De mémoire, non. Il me semble que depuis octobre 2025, c'est fermé. Il y a encore des industriels qui sont en liste d'attente, mais ils ont fermé la liste d'attente depuis. Est-ce que le CEREN a quelque chose à voir avec tout ce qui vient d'être dit? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est sur la partie déclarative sur le CEREN et c'est de l'étude pure. Je ne m'y engagerai pas à 100%, mais je ne pense pas. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je remercie les intervenants. Peut-être si je peux synthétiser tout ce qui a été dit en une petite phrase. On retient bien les deux chiffres clés, donc l'audit obligatoire pour les sites qui consomment plus que 2,75 gigawattheures par an, toute énergie comprise, et plus que 23,6 gigawattheures par an pour la mise en place de l'ISO 50001. Vraiment, ce qu'il faut, je pense, retenir des facteurs clés de réussite, ça va être une équipe, du temps alloué
et des données de qualité. Peut-être faites-le avant que ce soit obligatoire et oui, du coup, les dates clés, le 11 octobre 2026 et le 11 octobre 2027 pour l'ISO. Voilà tout. Je vous remercie pour votre écoute et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end à venir.